nous recevons M. Steve Bissonnette dans les locaux d'Édu Malin pour discuter d'enseignement explicite et de données provenance. Oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, moi actuellement, je suis professeur à l'Université TELUC, qui fait partie de l'Université du Québec, dans un département d'éducation. Mais je suis un jeune professeur mature. C'est-à-dire que j'ai travaillé la majorité de ma carrière directement dans les écoles, particulièrement avec des élèves chez nous qu'on appelle en adaptation scolaire. Donc, c'est des jeunes qui ont soit des difficultés d'apprentissage ou des difficultés comportementales, et souvent un va avec l'autre. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec ces jeunes-là, toujours à la recherche des meilleurs moyens pour favoriser leur réussite. Et c'est en cherchant que j'ai décidé d'aller faire un doctorat à l'Université Laval, que j'ai décidé de chercher les meilleures méthodes pour les faire réussir en lecture, en écriture, en mathématiques, mais aussi sur le plan comportemental. Donc, je me suis vraiment intéressé à l'enseignement efficace. Mais à la suite de ça, j'ai décidé d'aller terminer ma carrière, parce que vraiment, comme ça je le vois, là, à l'université pour essayer d'améliorer la formation de l'enseignement. Parce que très honnêtement, je l'ai critiqué, la formation des enseignants, de façon virulente. Parce que quand j'étais directeur d'école au secondaire et que je recevais des gens qui avaient postulé pour travailler avec mes adolescents, je disais constamment, je ne crois pas qu'ils seront en mesure de faire le boulot. Donc, je critiquais. Mon épouse m'a dit, est-ce que tu peux faire autre chose que de critiquer? Donc, j'ai décidé de m'intéresser à la littérature scientifique, le doctorat, et finalement, j'ai obtenu un poste à l'université, mais mon épouse me dit que je critique encore. Donc, c'est probablement la soixantaine qui fait qu'il n'y a pas d'espoir. C'est intéressant le profil que vous avez parce que chez Édu Malin, on a beaucoup d'enseignants ou d'anciens enseignants. Oui. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. On est passé par le côté enseignant de l'école et le fait de se poser des questions sur la meilleure manière de pouvoir enseigner, finalement, transmettre les connaissances aux élèves. Tout à fait. Parce que c'est un peu aberrant dans certaines formations universitaires de voir des gens qui n'ont pas exercé le métier. Oui. Et qui vont recommander des stratégies. On ne voit pas ça avec des plombiers. Tu ne peux pas enseigner la plomberie si tu n'as pas été plombier, mais tu peux facilement être à l'université sans jamais avoir mis les pieds dans une salle de classe. Oui, ce qui pour moi est totalement aberrant, inacceptable. J'en ai long à dire sur les facultés. Désolé. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail de vos travaux de recherche? Oui, en fait, mes travaux de recherche portent sur l'enseignement efficace au sens large. Et l'enseignement efficace, sans être réducteur, on peut le décomposer en trois dimensions. D'abord, ce qu'on appelle la gestion du curriculum. C'est important de savoir qu'est-ce que l'on doit enseigner. Parce que dans tous les systèmes éducatifs que j'ai rencontrés, les enseignants se plaignent toujours que les programmes sont trop chargés. C'est toujours le discours que l'on entend et je suis convaincu qu'ils n'ont pas tort. Mais à partir du moment où un programme est trop chargé, ça veut donc dire que j'aurai des choix à faire. Quels sont les choix les plus importants à faire pour que les élèves apprennent fassent des apprentissages qui sont les plus pertinents, non seulement en fonction de l'année en cours, mais aussi en fonction des années subséquentes qu'ils vont avoir. Donc, il y a eu des travaux de recherche qui ont montré une forme d'ingénierie de curriculum, particulièrement aux États-Unis, avec une méthode qui s'appelle le Direct Instruction, où on a été capable de montrer qu'on peut planifier l'enseignement d'une façon plus efficace qu'autrement. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'est les méthodes pédagogiques. C'est les méthodes didactiques, les méthodes pédagogiques. Une bonne partie de ma thèse de doctorat a porté là-dessus. Et c'est là que j'ai découvert l'enseignement explicite. Et finalement, la gestion de comportement. Encore là, j'ai redécouvert la même méthode
C'est-à-dire qu'on enseigne des comportements comme on enseigne à lire, à écrire et à compter. Mais depuis les 5 dernières années, mes travaux portent plus spécifiquement sur le comportement, parce qu'avec la COVID chez nous, et les études internationales semblent le confirmer, il y a eu une dégradation importante de la santé mentale, autant des enfants du primaire que des adolescents, et même chez les jeunes adultes. Il y a seulement les vieux dans la soixantaine comme moi qui s'en sortent. Mais il y a donc eu des effets très néfastes, et on a vu une augmentation des problématiques dans les écoles un peu partout à travers le monde, de deux natures. D'abord, ce qu'on appelle les problèmes internalisés, donc anxiété, dépression, santé mentale, absentéisme chronique. Et on a vu des problèmes externalisés, violence, intimidation, agressivité, troubles d'attention, etc. Donc, ayant développé chez nous un programme qui s'appelle le soutien comportement positif, qui est tout simplement une traduction d'un programme qui existe aux États-Unis depuis au-delà de 30 ans. Ce programme-là a connu une demande sans précédent. Donc, ma recherche s'est orientée par la force des choses vers ce programme-là que l'on implante actuellement dans un centre de service scolaire sur 3 au Québec, ce qui est l'équivalent d'académie, sans jamais avoir fait de publicité. Oui. Et dont les résultats sont extrêmement intéressants. Mais le programme a commencé à connaître une popularité dans la francophonie. En France, ici, ça commence. Oui, plusieurs académies qui ont regardé les travaux que j'ai menés. En Belgique aussi. En Belgique, avec l'équipe d'Ariane B à l'Université de Liège, elle a implanté la même approche. J'ai collaboré avec eux quelques années. À l'Université de Mons, avec Marie Boquillon, il y a eu aussi des tentatives. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai porté davantage mes recherches. Mais avec le cas du Maroc actuellement, je reviens à mes anciennes amours, c'est-à-dire à un enseignement efficace qui est plus au sens large, où là, je suis capable de regarder et le curriculum, et les méthodes didactiques, et la dimension comportementale également. D'accord. Et cette dimension comportementale, comme vous disiez, ça commence à être implanté dans plusieurs endroits. Est-ce que les effets sont les mêmes partout? Ou est-ce qu'il y a des disparités? Non, les résultats sont assez extraordinaires un peu partout. Chez nous, actuellement, on vient de soumettre un article qui a été accepté dans la revue Journal of Positive Behavior, qui est la revue PBIS, qui est la revue de ce programme-là. Et on a été capable de montrer que lorsqu'on implante le programme rigoureusement, c'est quand même une étude avec 4000 élèves, c'est quand même une bonne population. Donc on était capable de montrer qu'après 3 années d'implantation du programme, ce n'est pas longitudinal, mais c'est quand même, après 3 années d'implantation, on a été capable de réduire le nombre d'exclusion, de classe, de suspension, que ce soit à l'interne ou à l'externe, de 75%, ce qui est quand même assez spectaculaire. À notre connaissance, au Québec, il n'y a aucun programme qui a une telle efficacité. Et on a vu des résultats semblables un peu partout dans le monde. Là. Parce que ce programme-là, dans la francophonie, il est un peu moins connu, mais il est quand même implanté dans 32 pays. Oui. Donc, l'efficacité a été montrée dans de nombreuses publications. Mais si les gens veulent en savoir un petit peu plus, Caroline Deltour, qui était étudiante à l'Université de Liège, qui a fait sa thèse avec Ariane B, j'ai participé à cette thèse-là, et il y a un chapitre complet sur les effets de SCP, autant dans la francophonie que du côté anglo-saxon. Et les résultats sont au rendez-vous. D'accord. Oui, donc c'est quelque chose, là encore, on est sur des données probantes. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est un des programmes qui est probablement les plus étudiés actuellement à travers le monde. D'accord. C'est parfait. Donc très intéressant. Une autre question, justement, c'est le lien entre la recherche, entre vos travaux de recherche et le terrain. Comment faire pour que les enseignants puissent avoir cette posture un petit peu d'enseignant-chercheur? Comment les encourager à se tenir au fait de ce qui se fait dans la recherche? Normalement, le tout devrait être le boulot des universités.
c'est loin d'être le cas. Hein? Moi, je pense qu'une alternative intéressante, c'est notre boulot à nous, comme chercheurs, de rendre accessibles et comestibles les résultats de recherche. Donc, quand je regarde ce que vous avez fait en France avec le conseil scientifique, moi je pense que c'est son boulot de réaliser des synthèses de recherche et ensuite, une fois que les études ont été amassées, synthétisées, compilées, eux doivent produire des publications accessibles pour que les enseignants puissent prendre connaissance de ces résultats-là de recherche, parce que ce type d'organisme-là existe ici en France, mais on les retrouve en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Le Québec vient de se doter depuis décembre 2023 d'un projet de loi qui a créé ce qu'on appelle un Institut national d'excellence en éducation, c'est l'équivalent de votre conseil scientifique. Et le but de ces organismes-là, à mon avis, c'est de faire le lien entre ce qui se passe à l'université et l'enseignant qui n'a pas le temps de lire dans la soirée. Là. Soyons réalistes. Là. On ne peut pas demander aux gens, en plus de préparer leur cours, bon, la famille, les enfants, c'est pas possible. Et ils n'ont pas non plus la formation, que ce soit en statistique, que ce soit sur le plan méthodologique, pour être capable de regarder la recherche et la regarder avec un œil critique. C'est vraiment, moi je pense, notre boulot à nous. Et ensuite de ça, qu'il y ait une forme de transfert entre ce qui est publié dans les revues spécialisées que personne ne va lire. Je parle du grand public. Et de rendre disponibles ces résultats-là aux enseignants. Je pense que c'est en créant des structures comme ce que vous avez fait que les enseignants pourront accéder facilement sur le web, sans s'abonner à des revues qui coûtent une fortune. Je pense que c'est le moyen le plus efficace. Et aussi, je regarde ce que Franck a fait, il a créé des formations gratuites en ligne sur le comportement, sur la psychologie. Bon, mais je pense que c'est en rendant l'information disponible aux enseignants qu'on va y arriver, mais j'ai la conviction que ce boulot-là appartient d'abord aux facultés d'éducation, mais elles font un peu ce boulot. Oui, parce qu'au-delà de, comme vous le disiez, il y a le fait de leur rendre disponible, et puis l'enseignant a quand même un œil critique, d'autant plus critique que c'est quelque chose qu'on lui apporte qui va avoir un impact sur son métier. Oui. Donc c'est compliqué aussi pour lui de se dire, je peux me fier à telle source, à telle donnée, à telle publication, et pas forcément à une autre, parce que c'est pas quelque chose qui est ancré finalement dans la formation de l'enseignant. Exact, parce que ce n'est pas enseigné. Donc l'enseignant n'a pas les connaissances qui vont lui permettre de discriminer un papier qui est publié, qui a une grande valeur scientifique, d'un texte d'opinion, d'un chercheur X ou Y. Là. Quand on parle de données probantes, on parle de recherches qui s'approchent de celles qui sont faites en médecine. Là. Donc, c'est des études expérimentales, c'est des méta-analyses, c'est des méga-analyses. Donc, les enseignants n'ont pas, dans la majorité des facultés d'éducation, n'ont pas de formation à ce sujet-là. Donc, ça devient difficile pour eux de pouvoir porter un œil critique. Et moi, je trouve ça très, très, très dommage parce qu'il y a malheureusement beaucoup de choses qui sont recommandées en éducation. Mais quand on regarde la littérature qui supporte le tout, ça fonctionne pas, là. Les intelligences multiples, ça marche pas. Les styles d'apprentissage, ça marche pas. La classe flexible, dont on parle partout. Oui. Écoutez, il n'y a aucune recherche expérimentale bien faite, bien menée, qui a montré des avantages. Aucune! Et pourtant, c'est une vague de fond dans toute la francophonie. Donc, et les gens, bon, si on me dit que c'est ça qui est populaire et c'est ça que je devrais faire, je risque de le faire. Alors qu'on sait que les classes en rangée, où les gens vont dire que c'est vieillot, c'est traditionnel, on devrait se rappeler qu'on a envoyé un homme sur la Lune. C'est vrai. Avec ce type de classe, et qu'on n'est jamais retourné depuis. Hein? Et je connais pas d'enfants qui ont développé des problèmes de santé mentale parce qu'ils étaient dans une classe en rangée.
c'est la meilleure configuration de classe bien documentée par la recherche pour avoir l'attention des élèves, l'engagement des élèves et un meilleur rendement. Pourtant, elle est décriée. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire sur ce sujet. Ah oui. Moi, je pense que ça devrait être le futur des enseignants, avoir des connaissances qui leur permettent de porter un jugement critique. On parle de développer chez les élèves la pensée critique, mais la pensée critique des enseignants, elle est tout aussi importante, mais la pensée critique, elle ne s'exerce pas à vide, elle s'exerce avec des connaissances. Donc, les connaissances leur permettant de porter un jugement ou une pensée critique, ça provient des cours en méthode de recherche, des cours en statistique, être capable de comprendre c'est quoi une taille d'effet, c'est quoi une moyenne, c'est quoi un écart type. Quand tu n'as pas les connaissances qui te permettent de porter un jugement, oui, c'est beaucoup plus compliqué de oui, ça devient aussi ça devient difficile de contredire ce qui est proposé ou de s'opposer parce que les gens ne possèdent pas les connaissances et souvent on part du principe que si un professeur universitaire nous présente quelque chose, c'est nécessairement bon. Et c'est faux. Je suis désolé, là, chez nous, on a fait une réforme en 2000 où on a fait venir chez nous à Pernoud à grands frais. Puis on a implanté l'approche constructiviste, socio-constructiviste, la pédagogie de la découverte. Et aux premières évaluations du Québec, en 2006-2007, par le ministère de l'Éducation, où on avait créé ce qu'on appelait une table de pilotage, où on a comparé les résultats des élèves qui ont vécu la réforme avec ceux qui ne l'ont pas vécu, aux mêmes épreuves. On a eu une chute catastrophique. Le Québec était parmi les pelotons de tête dans toutes les enquêtes internationales. On a connu une chute, c'est jamais vu. Le Québec, heureusement, s'est réveillé, a repris un peu le chemin de l'enseignement explicite, mais ça n'a pas empêché le ministère de généraliser la réforme au secondaire et l'équipe de Simon Larose à l'Université Laval, qui a eu le mandat d'évaluer les effets de la réforme élèves réformés versus non réformés, pas plus de succès. Mais on accueillait, on buvait les paroles, que ce soit Mérieux, que ce soit Astolfi, que ce soit Pernoud. Quand on regarde la feuille de route de ces gens-là, je veux pas critiquer, là. Ils n'ont jamais produit une étude expérimentale de leur vie. Oui. Ce sont de grands orateurs, ce sont des gens qui sont intéressants à entendre, ce sont des gens qui vont discourir, et c'est très plaisant de les entendre, mais le discours est insuffisant pour prendre des décisions éclairées en éducation. Il faut aussi ça mieux en médecine. C'est ça, exactement. On a besoin de choses qui s'appuient sur quelque chose. Tout à fait. Ce qui fait une transition toute trouvée. Allez-y. Avec l'enseignement explicite. Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est pour vous l'enseignement explicite? Bon, de façon très simple, là, c'est essayer d'éviter l'implicite, essayer d'éviter toute forme de confusion possible pour que le message qui est transmis à l'élève lui permette de savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire, pourquoi le faire et où le faire. Parce que lorsqu'un élève est en difficulté ou qu'il est à risque ou un élève moyen, il n'a pas toujours les connaissances préalables qui vont lui permettre d'avoir un enseignement qui est peut-être un peu moins précis, un peu moins clair. Mais l'élève, ceux qui ont le plus besoin de nous à l'école, il faut faire acte d'humilité. Hein. Un premier de classe, là, il n'a pas besoin de nous autres. Peu importe ce qu'on va faire, il va apprendre. Même si ce que l'on fait est mauvais, c'est pas grave. Mais l'élève moyen, l'élève à risque, l'élève en difficulté, ce sont eux pour qui l'enseignant doit faire une différence. Et les enseignants qui commencent à être plus explicites voient rapidement que les élèves apprennent. Donc, mais en même temps, c'est pas un discours qui a été très populaire, mais force est de constater, avec des recherches rigoureuses, que c'est le type d'enseignement qui donne les meilleurs résultats depuis 50 ans. Hein. Ça date pas d'hier. Voilà, c'est 50 ans. Bientôt 60. Et en quoi est-ce que l'enseignement explicite se démarque d'autres méthodes finalement? Ben, c'est d'abord et avant tout une méthode qui est structurée,
qui procède du simple vers le complexe, qui va décomposer une tâche trop complexe en plus petites étapes pour respecter les limites de la mémoire de travail. Tous les travaux qui ont été produits par John Sweller, ici en France, il y a André Tricot, je pense qu'il a fait sa thèse de doc avec Sweller. Ces gens-là ont montré que la mémoire humaine, au-delà d'un certain nombre d'unités d'information, elle devient surchargée, l'apprentissage n'est pas possible. Et lorsqu'on morcelle l'information, lorsqu'on présente l'information du simple vers le complexe, en s'assurant qu'à chaque moment, les élèves comprennent, on respecte les limites de la mémoire de travail, puis à ce moment-là, on provoque l'apprentissage. Donc, si on s'éloigne d'un cadre comme celui-là, le danger, c'est qu'on place l'élève devant beaucoup trop d'informations, et là, l'apprentissage ne devient pas possible. Donc, l'enseignement explicite procède de cette façon-là depuis des lunes, mais les gens ne savaient pas au départ qu'ils étaient en train de respecter les limites de la mémoire de travail. C'est que les gens ont observé les enseignants qui faisaient le plus progresser les élèves sur une année scolaire, sont allés en classe, sont allés voir comment ces gens-là enseignent. Ils se sont aperçus que, bon, on fait un bout, on vérifie, on fait un bout, on vérifie. Donc les gens commençaient à noter certaines activités pédagogiques, certains gestes pédagogiques, et avec le temps, les gens ont compris pourquoi cette approche-là donnait d'aussi bons résultats. Alors qu'au début, ce que l'on savait, c'est « ça fonctionne ». Mais pourquoi? On ne le sait pas, ça fonctionne. Donc go, on y va. Mais avec tous les travaux qui ont été faits sur le fonctionnement de la mémoire, le tout a permis de mettre un rationnel sur l'efficacité de cette méthode-là. Et Sweller lui-même, qui travaille sur la théorie de la charge cognitive depuis les années 80, est l'un des plus grands défenseurs de l'enseignement explicite, parce qu'il constate que c'est la pédagogie actuellement qui respecte le plus les limites de la mémoire de travail. Donc c'est quelque chose qui est dans les classes finalement, l'enseignement explicite. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de résistance, hein, soyons clairs. Là. Oui. Il y a encore beaucoup de résistance, principalement chez les didacticiens, chez plusieurs conseillers pédagogiques. Mais du côté des enseignants, il y a un accueil extrêmement favorable. Parce que souvent les gens vont dire « il me semblait ». Il me semblait. Ça résonne, ça fait sens, ça fait appel à quelque chose qu'on avait l'impression d'expérimenter. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, sur le terrain, la demande est extrêmement grande. Il y a vraiment une belle ouverture à ce type de méthode d'enseignement-là. C'est plus au niveau universitaire que le discours n'est pas suffisamment présent. Et pour faire en sorte que ce discours soit un peu mieux accueilli, est-ce que finalement l'enseignement explicite ne pourrait pas venir en complément d'autres types de pédagogie pour leur expliquer que ce n'est pas forcément... En fait, la réponse c'est oui. Mais le complément devrait s'ajouter à ce qui est fait au préalable en explicite. Je donne un exemple très concret. C'est un exemple qui provient d'une étude qui avait été faite au Wisconsin, aux États-Unis, où l'État avait réduit le nombre d'élèves par classe, 15 élèves et moins. C'est du jamais vu. Okay? Et ils ont comparé les classes à effectifs réduits avec des classes à effectifs ordinaires pour constater qu'effectivement, chez les jeunes enfants, là, on parle des enfants de 6, 7, 8, 9 ans, là, début du primaire, les classes à effectifs réduits provoquaient davantage d'apprentissage et de résultats que les classes plus nombreuses. Mais, et le mais est hyper important, ils ont identifié dans les classes à effectifs réduits les classes les plus performantes, les classes les moins performantes. Oui. Parce qu'il y avait aussi, étonnant que ça puisse paraître, il y avait des classes à effectifs réduits qui performaient moins que les classes à effectifs plus nombreuses. Donc les chercheurs ont identifié les deux extrêmes, les plus performantes, les moins performantes. Et ils ont eu la bonne idée d'aller voir
en classe, d'aller observer qu'est-ce qui se passe dans les classes performantes, effectifs réduits, comparativement aux classes moins performantes. Encore une fois, les classes effectifs réduits, performantes, enseignement explicite au départ. Dans les classes effectifs moins performantes, pédagogie de projet au départ. Et ce que Rosensheim, qui est le père de l'enseignement explicite, mentionne à propos de cette étude-là, on commence par de l'explicite et on finit par des projets. Si je t'ai appris à lire, à écrire, à compter, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un projet de correspondance avec un élève d'un autre pays? Mais on ne débute pas l'apprentissage avec un projet de correspondance où on va en profiter pour enseigner les règles de grammaire. Parce que là, on place l'élève devant une tâche complexe, on surcharge sa mémoire de travail et on n'y arrivera pas. Donc, cette étude-là nous a montré, oui, on peut tout à fait compléter l'approche, mais lorsque l'élève a acquis les connaissances, les procédures, les habiletés qui vont lui permettre d'aller vers quelque chose de moins structuré, de moins dirigé. Donc, on ne doit pas se fermer à ça. Il faut simplement savoir dans la séquence à quel moment place-t-on le tout. Et lorsque c'est bien placé, ça peut devenir une source de motivation intéressante. Mais si c'est placé trop tôt, et c'est ce qui avait été montré dans l'étude du Wisconsin, c'est que même si les projets sont hyper intéressants, on place l'élève trop rapidement devant une trop grande quantité d'informations et là, l'apprentissage n'est pas possible. Bien sûr, et ça fait que, encore une fois, les bons élèves vont s'en sortir. Ah, tout à fait. De toute façon, tout à fait. Toujours, tout à fait. Mais les élèves qui sont en difficulté, exact. se retrouvent directement en situation d'échec. Oui. Il est compliqué de les Oui, et souvent cette mesure-là, quand on parle de réduire les classes, elle est d'abord et avant tout implantée dans les quartiers défavorisés, n'est-ce pas? Oui. Donc souvent dans ces quartiers-là, sans dire que parce que tu proviens d'un milieu défavorisé, que l'apprentissage n'est pas possible, mais on sait que c'est une clientèle qu'on pourrait appeler à risque. D'accord. Finalement, si on résume, il y a les tâches fortement structurées, comme les mathématiques, qu'on peut enseigner plus ou moins facilement grâce à l'enseignement explicite. Oui. Et pour toutes les tâches faiblement structurées, on peut quand même enseigner au moins la stratégie pour permettre à l'élève d'être le plus à l'aise possible. Tout à fait. Et ce qui est quand même intéressant de tout ce mouvement-là, Rosensheim, dans un article, là, je pense que c'est 2002, avait identifié 5 sources de recherche qui aboutissaient à l'enseignement explicite sans s'être consultés. D'accord. Et il y a eu un courant de recherche fort sur l'enseignement des stratégies cognitives et métacognitives. Et ce mouvement-là a été découvert en demandant à des experts comment tu raisonnes quand tu fais telle ou telle tâche. Et les gens ont noté certaines stratégies, puis ensuite de ça, une fois que les stratégies sont identifiées, les gens les ont enseignées. Et les gens les enseignaient avec modelage, pratique guidée, pratique autonome. Donc, quand Rosensheim commençait à amasser différentes sources de recherche, la même pédagogie était utilisée pour enseigner des stratégies cognitives et métacognitives que pour enseigner les mathématiques avec un mode plus structuré. Donc, lui disait, non seulement il n'y a pas de contradiction, mais c'est comme si on se renforce mutuellement en disant, si on procède de cette manière-là, même pour des tâches moins structurées, ça favorise l'apprentissage des élèves. D'accord. Et là, vous venez de prononcer 3 mots qui résonnent, modelage, pratique guidée, pratique autonome. Oui. Est-ce que vous pourriez rebalayer les différentes phases d'un enseignement? Oui. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le cœur de la démarche. Bon, naturellement, il y a tout un travail à faire sur le curriculum, mais si on se centre sur l'acte d'enseigner, à partir du moment où j'ai annoncé mes objectifs ou ma compétence, que j'ai vérifié ce que les élèves connaissent déjà, ce qu'on appelle activer les préalables, une fois que tout ça est fait, l'enseignant, au départ, devrait rendre visible ce qui est souvent invisible. Donc, si j'ai un apprentissage à proposer aux élèves, je devrais, devant eux, à haute voix, mettre un haut-parleur sur ma pensée et faire la tâche devant eux pour essayer de rendre visible l'invisible. Une fois que le tout est fait, on propose aux élèves, par exemple, on pourrait utiliser le binôme, de se placer en équipe de 2 et de se réenseigner à tour de rôle ce que monsieur ou madame vient de montrer.
Pendant ce temps-là, l'enseignant circule, vérifie la qualité de la compréhension, fournit de l'aide, donne de la rétroaction. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la pratique guidée. Et la dernière étape, maintenant que je l'ai fait devant toi, que tu l'as fait avec un collègue, peut-être même avec mon aide, je veux savoir si tu es en mesure de le faire seul. C'est la raison pour laquelle on appelle pratique autonome. Mais même en pratique autonome, l'enseignant se promène toujours. En enseignement explicite, moi j'aime bien dire que l'enseignant a une phobie de la compréhension des élèves. Donc, on ne reste pas à son bureau avant. Nous sommes en déplacement constamment et on porte une attention particulière aux élèves qui sont susceptibles d'éprouver des difficultés pour éviter idéalement la construction de l'erreur et que l'erreur se cristallise. Parce que si l'erreur se cristallise, on va devoir déconstruire cette erreur-là pour la remplacer. C'est possible, mais plus la cristallisation a été faite, plus ça devient difficile de comprendre autre chose. Donc, si on détecte l'erreur rapidement, on est capable de la corriger, on évite à ce moment-là l'erreur qui n'amène pas vers la compétence, mais qui mène vers l'incompétence. Donc ça veut dire que finalement les élèves ne sont pas passifs en enseignement. Ah, loin de là. C'est une des objections qu'on entend. Ah, c'est loin de là. Dans certaines études, les chercheurs disaient que les élèves sont sollicités environ 2 minutes. En temps normal, oui. Dans une leçon d'enseignement. Donc c'est vraiment, quand je disais une phobie de la compréhension, c'est ça. Donc oui, je vais faire l'effort pour rendre le tout clair, mais c'est loin d'être garant de compréhension du côté des élèves. C'est pour ça que souvent les gens pensent qu'en enseignement explicite, l'étape la plus importante, c'est le modelage. C'est pas celle-là du tout. Pas du tout. C'est la pratique guidée. C'est-à-dire que entre je te le montre et tu le fais seul, c'est cette étape-là qui me permet de vérifier est-ce que les élèves ont compris. Ça me permet de repérer ceux qui ont peut-être encore besoin de mon aide davantage et ça me permet aussi de commencer à faire de la différenciation. C'est-à-dire que certains élèves iront en pratique autonome parce que j'ai constaté qu'ils sont en mesure de réaliser les tâches seuls. Mais certains élèves, si je propose la pratique autonome, je les envoie vers l'échec. Donc, je vais conserver ces élèves-là autour de moi et je vais poursuivre avec eux la pratique guidée parce que j'ai constaté que même si j'ai donné quelques rétroactions, ça ne semble pas suffisant. Il ne me démontre pas la qualité de la compréhension que je recherche. Donc on structure énormément avec l'enseignement explicite, on structure le curriculum et on va structurer aussi finalement la séance, la manière dont on va filer l'enseignement tout au long de la séance et tout au long de la séquence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça a été pensé, ça a été réfléchi. Ça ne se déroule. Ça ne se déroule. Parfois, ça ne se passe pas comme je le désire. Bon, je vais finir par l'avoir. Mais j'ai une ligne directrice. Je sais où je m'en vais. Et les probabilités d'y arriver sont plus grandes que si la planification n'est pas suffisante. Parce que la démarche semble simple, là. Mais verbaliser à haute voix devant les élèves une tâche, là, si je n'ai pas pris le temps de me préparer, d'y penser, ou de consulter parfois des guides qui ont déjà fait le boulot, c'est un travail de haute voltige. Parce qu'on doit donner à l'élève l'essentiel. Ce qui n'est pas pertinent, c'est pas le temps. On doit éviter de se perdre dans un discours qui va s'éterniser, qui va s'allonger au niveau du temps. Donc, c'est un art de faire un bon modelage devant les élèves. Là. Oui, c'est peut-être la phase qui est la plus compliquée finalement. Ah oui, ça demande de prendre conscience complètement de ce qui, pour nous, en tant qu'experts, est très naturel. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on doit s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Comment je fais? Quels sont les mots que je peux mettre sur ma pensée pour rendre visible aux élèves le processus? Même encore aujourd'hui, beaucoup d'études montrent que, par exemple, en compréhension de texte, les stratégies ne sont pas enseignées. Élaborer, prédire, anticiper, résumer, sélectionner. Oui, mais l'élève va découvrir par l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas s'attendre qu'il sache le faire. Non, on doit les enseigner, particulièrement à des jeunes qui sont vulnérables. Mais pour le faire, nous-mêmes, on doit s'arrêter
Et je pense que plus il va y avoir d'outils à la disposition des enseignants à ce sujet-là, plus on va faciliter leur boulot. On ne peut pas leur demander à eux non plus de tout inventer. Non, c'est sûr. Il faut réussir à leur faire gagner du temps pour que justement toute leur énergie soit tournée vers l'élève, vers l'efficacité. Voilà. Donc j'ai à m'approprier ce que je vais faire, mais j'ai pas à tout chercher, à tout inventer, parce que c'est complexe. Enfin, mettre des mots sur notre pensée, c'est pas quelque chose qui est simple. Pas du tout. Et justement, vous parliez d'outils. Oui. Si on parlait un petit peu de numérique, oui. Quel est votre avis, très honnêtement, sur l'efficacité du numérique pour l'enseignement? Je ne vous donnerai pas mon avis, je vais vous donner les résultats de recherche. Un des auteurs, à mon avis, les plus respectés dans le domaine des données probantes, malheureusement, il est décédé. Son nom, c'était Robert Slavin. Oui. C'était un spécialiste dans la production à Johns Hopkins de méta-analyse. Mais les méta-analyses que lui produisait comparativement à d'autres avaient des critères pour sélectionner les recherches beaucoup plus rigoureux que toutes les autres. Je me permets de vous interrompre. Une méta-analyse, la différence entre une méta-analyse... OK. Une méta-analyse, c'est une synthèse de recherche expérimentale. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va amasser toutes les recherches expérimentales sur un sujet, puis on va essayer d'identifier quelles sont les grandes tendances que l'on observe. Parce que parfois, en recherche, on entend « Ah, la recherche A contredit la recherche B. Il n'y a pas de ligne claire. » Pour être capable d'avoir une ligne claire, la méta-analyse, c'est à ça qu'elle sert. Donc, mais il y a beaucoup de méta-analyses, comme d'autres études, qui sont de très mauvaise qualité. Moi, j'ai d'ailleurs déjà publié là-dessus. Mais Slavin avait l'habitude de sélectionner des études où l'intervention a été réalisée minimum sur 12 semaines. Premier critère. Donc ça veut dire 3 mois d'expérimentation. Moi, j'ai vu des interventions dans certaines recherches, 3 heures. Oui, mais 3 heures, c'est pas la même chose que 3 mois, là. Donc, minimum 3 mois, minimum 250 élèves dans les groupes de comparaison, les groupes expérimentaux. Ensuite de ça, recours à des épreuves standardisées pour mesurer l'efficacité, idéalement avec un échantillonnage aléatoire. Si ce n'est pas aléatoire, on va s'assurer qu'il y a une équivalence entre les groupes. Bref, toute une série de critères qui font en sorte que la qualité de la synthèse qui est produite dépasse à peu près tout ce qui a été fait. Puis s'il y a des gens qui veulent en savoir un petit peu plus, le Johns Hopkins a produit un site qui s'appelle bestevidence.org. Et vous allez retrouver toutes les méta-analyses que l'équipe de Slavin a produites. C'est gratuit, c'est en ligne, tout le monde peut consulter. Et dans beaucoup de ces méta-analyses, on avait l'aspect du numérique. Et grosso modo, il y a 2 choses qui émergent. Le numérique ne doit pas remplacer l'enseignement. Il doit le compléter. Ça, c'est le premier constat. Et lorsqu'il est utilisé en salle de classe, sa valeur ajoutée doit avoir été montrée. Parce que ce n'est pas parce qu'on utilise une tablette qu'on favorise l'apprentissage des élèves. Et même Tricot a publié là-dessus. Donc, la valeur ajoutée doit être montrée. Et quand on regarde les études expérimentales, elle a été montrée. Et elle a été montrée particulièrement lorsque, par exemple, on propose aux élèves, en fonction de leurs difficultés, des exercices appropriés à leur niveau de compétence, parce que, bon, l'enseignant, il y a une limite à la différenciation, là. Donc, moi, je pense que lorsque c'est bien ciblé, qu'on a une application qui permet de travailler exactement ce dont l'élève a besoin et qu'il peut s'exercer à travers cette application-là, les résultats de recherche montrent que le tout est payant. Et c'est payant depuis longtemps, depuis bien avant l'arrivée de la tablette, là. Donc, quand le numérique est utilisé soit sous forme de complément à l'enseignement, complément à ce qui se fait après l'enseignement, ce que vous faites avec Edumalin, quand c'est fait dans une perspective de complémentarité et d'aider l'élève, et c'est souvent, je ne veux pas réduire, là, mais c'est souvent des exerciceurs en salle de classe,
Les résultats sont là. Les résultats sont au rendez-vous. Les résultats ne sont pas au rendez-vous quand on pense que le numérique va remplacer l'enseignement. Comme on a pensé que la radio allait remplacer l'enseignement, que la télé allait remplacer, que le rétroprojecteur. On a connu à travers l'histoire de l'éducation que chaque nouveau média va remplacer l'autre. Ça ne s'est jamais produit. Donc c'est la raison pour laquelle on doit bien cibler. Puis moi je pense que, bon là on vient d'avoir l'intelligence artificielle qui vient d'arriver. Tout outil doit être expérimenté, testé, évalué. Et si on est capable de montrer que tel outil, dans tel contexte, permet d'améliorer les résultats des élèves, bon, ben là, je me dis, on devrait avoir une ouverture face à ce genre d'outils-là. Mais je pense qu'on doit y aller avec prudence. La prudence est de mise, parce que si vous avez regardé les études chez les petits, c'est assez... Les petits qui ont une tablette entre les mains à 18 mois, le développement cognitif est compromis. Des collègues à moi en Nouvelle-Écosse et à l'Université de Sherbrooke ont suivi une cohorte d'enfants je pense que c'est de 2 ans jusqu'à l'entrée en maternelle, où on a questionné les parents sur l'usage de la tablette. Et ils ont été capables de montrer que plus le temps consacré à la tablette avant l'entrée en maternelle était élevé, plus les enfants étaient colériques, agressifs. Oui. Et les parents, pour calmer les enfants, redonnaient la tablette. Donc on est dans un cercle vicieux. Donc, le numérique, oui, mais la valeur ajoutée doit absolument être montrée et je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. De plus en plus de pays commencent à se questionner sur l'usage du numérique. C'est pour ça que moi, je dis, on ne doit pas l'abolir parce que, bon, écoutez, on vit dans un monde où le numérique est présent, mais je pense qu'on doit tester, mesurer, évaluer, puis faire les bons choix pour s'assurer que, oui, on a un effet positif là, mais on ne doit pas avoir un effet délétère ailleurs. Donc, si c'est bien fait, bien évalué, moi, j'ai pas d'inquiétude. Et puis ça boucle la boucle. Tout à l'heure, on parlait du fait de fournir des outils aux enseignants et de leur donner quelque chose sur quoi s'appuyer en termes de recherche. Oui. Le fait d'avoir des outils qui soient testés, qui soient testés en masse dans les classes ou qui puissent s'appuyer sur des données de recherche, là aussi, tout à fait. Ça permet d'y aller pas les yeux fermés, parce que la critique de l'enseignant est importante, mais d'y aller peut-être plus sereinement que... Ah oui. Tout à fait. Et actuellement, le numérique est extrêmement aidant pour les profs. Oui. Beaucoup. Mais oui, beaucoup. Quand même de leur faire gagner oui, c'est ça. Pour les élèves actuellement, comme je le dis, il y a des voies claires. Sur d'autres, on se questionne. Mais pour les enseignants, je suis un des premiers, moi-même, à utiliser le numérique. Là. Quand on veut faire un résumé de 50 articles de recherche, certaines applications nous permettent, en claquant les doigts, d'avoir un résumé. Bon, on doit toujours regarder un peu, là, mais il y a des outils qui vont nous faciliter la vie que si j'avais eu pendant mon doctorat, ça aurait été un petit peu moins long. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on parle de réussite et de motivation. Oui. Parce que là encore, on parlait tout à l'heure des styles d'apprentissage et de choses de ce type-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un sujet qui me passionne. Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, soit dans les écoles, soit dans les milieux universitaires, on pense que plus l'élève est motivé, idéalement intrinsèquement, c'est-à-dire le plaisir d'apprendre, le goût d'apprendre, meilleurs seront ses résultats d'école. Et quand moi j'étais directeur d'école, lorsqu'on avait des rencontres de bulletins, chez nous, les parents viennent chercher les bulletins à l'école. Oui. Ça permet aux parents de rencontrer les enseignants, de questionner comment ça avance à la classe, est-ce que tu peux m'expliquer le résultat de mon enfant, peu importe. Et moi, j'avais un malin plaisir, lors de ces rencontres-là, à tendre l'oreille. Et j'ai entendu à je ne sais combien de reprises plusieurs de mes collègues que j'estime beaucoup dire à des parents, « Monsieur, madame, si votre garçon est un petit peu plus motivé, il réussirait davantage dans mon cours. » Et quand on regarde les travaux qui ont été faits, entre autres, là, ceux de Frédéric Gay à l'Université Laval,
où les gens ont tenté, avec les mathématiques, dans une étude moyennement longitudinale, quand on mesure la motivation intrinsèque d'un élève à différentes étapes de son parcours primaire et qu'on regarde son rendement scolaire, donc les notes, est-ce que plus l'élève est motivé à une épreuve de motivation, meilleur sera son rendement? Donc, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que l'un prédit l'autre? C'était la première hypothèse qu'ils ont testée. Et la deuxième, est-ce que c'est le contraire? Plus le rendement est élevé, meilleur sera son niveau de motivation. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la motivation est un piètre prédicteur du rendement de l'élève. C'est le rendement de l'élève qui prédit la motivation. Et il y a une méta-analyse qui a été faite aux États-Unis, de la maternelle jusqu'en 12e année, donc la fin du secondaire, en lecture, qui arrive exactement au même constat. On a donc inversé la cause. On ne peut pas parler de cause et d'effet dans des études corrélationnelles, mais on peut certainement dire que ce n'est pas en travaillant sur la motivation qu'on va améliorer le rendement. C'est en travaillant sur le rendement qu'on risque d'améliorer la motivation des élèves. Et l'Australie, qui a implanté l'enseignement explicite de façon assez récente, a montré exactement ce que je viens de dire dans des études comparatives. Donc, quand on parle de motivation, le discours qui est toujours le plus populaire, c'est qu'on doit essayer de rejoindre l'élève dans ses goûts, ses choix, ses intérêts. L'intention est noble. C'est tout le discours de l'élève au centre, oui, au centre de tout finalement. Oui, mais imaginons qu'on donne une tâche motivante. L'élève adore et il échoue. L'échec est catastrophique parce que l'élève aimait et là, il se retrouve en situation d'échec. L'échec n'est pas banal. Il est vécu de façon... C'est un chaos, là. Mais si on se dit, attends un instant, là. Moi, ce qui me préoccupe, je veux que l'élève réussisse la tâche que je lui donne. Si il ou elle la trouve intéressante, j'aurais le goût de dire, tant mieux. Mais ma préoccupation devrait être de mettre en place les meilleurs moyens pour faire réussir l'élève. Ce qui ne veut pas dire que je ne me préoccupe pas de lui, là. Je peux avoir un texte qui va les intéresser, mais mon objectif premier n'est pas de proposer une tâche intéressante. Mon objectif, c'est j'ai une stratégie d'inférence à enseigner en compréhension de texte. Et c'est ça que je veux que l'élève maîtrise. Que ce soit un texte sur les Indiens, sur le sport, sur l'hiver, c'est pas le plus important. C'est juste un moyen pour me permettre d'enseigner une stratégie déjà bien définie. Donc, il y a encore beaucoup de mythes autour de la notion de motivation. Comme Tricot disait, on pense qu'en mettant une tablette dans les mains des élèves, qu'automatiquement la motivation est présente. C'est faux. C'est complètement faux. Et au contraire, en général, ça lui donne même envie d'aller faire autre chose que la tâche sur laquelle on aimerait qu'il se concentre. C'est ça. Donc, c'est un thème qui... j'ai été à Nantes hier, et quand j'ai commencé la journée avec ça, et on voyait les yeux des enseignants. Oh! Mais oui, donc, si on les fait réussir, arrête de t'inquiéter pour leur motivation. Et concrètement, comment faire alors pour déclencher la dose suffisante de réussite pour que ça puisse engendrer de la motivation chez l'élève? Il faut être capable de montrer à l'élève d'abord ses progrès. Un élève qui a déjà 80% et qui avance de 5 ou 10%, oui, c'est intéressant pour lui, mais ça n'a pas la même valeur qu'un élève qui est en situation d'échec et qui obtient la note de passage. Et une fois que la réussite est produite, l'élève doit s'attribuer la responsabilité de sa réussite. Parce que trop souvent, particulièrement chez les élèves en difficulté, ils vont avoir tendance à attribuer leur réussite à l'enseignant. L'enseignant a été gentil, la madame, elle m'a donné une évaluation facile. C'est la raison. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Quand moi, je travaillais au secondaire, je me plaisais à dire aux élèves, c'est de ta faute si tu as réussi. Parce que c'est un message paradoxal. Et là, ça attirait leur attention. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui es l'auteur de ta réussite. Moi, je t'ai fourni des stratégies. Toi, tu as fait l'effort d'appliquer ces stratégies-là. Un plus l'autre donne
La réussite que tu viens d'avoir, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Je pense, Steve, que je vais faire la même chose. Génial. Donc, la réussite produite n'est pas suffisante pour que l'élève se l'attribue. On doit le rendre conscient que il est en grande partie responsable de son succès, parce que même si le succès est au rendez-vous, mais que l'élève ne se l'attribue pas, ça ne change rien. Donc, si l'élève vit un succès, aussi petit soit-il, puis même chez les petits, on doit leur dire « tu es responsable de ce succès-là ». Pour qu'ils soient aussi capables de se dire éventuellement dans l'échec « je suis responsable, donc qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer? Est-ce que j'ai fourni suffisamment d'efforts quand c'était le temps? Non. C'est peut-être pour ça que je n'y suis pas arrivé. Est-ce que j'ai utilisé les stratégies que mon enseignant ou mes pairs ont proposées? Non. Donc, c'est peut-être pour ça. Avec une perspective comme celle-là, l'élève peut toujours s'améliorer. C'est pas une question de talent. C'est une question de est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire pour être capable d'y arriver? Donc, si la réussite est là, c'est probablement j'en ai fait un bout. Si la réussite n'est pas là, donc je dois me questionner. Et à ce moment-là, on évite ce qu'on appelle une conception d'intelligence qui est statique. On pense qu'on est intelligent, j'ai la bosse des maths. Ou, je suis pas bon en maths, mon père n'était pas bon, il me l'a dit. Puis mon grand-père n'était pas bon. C'est une tare, c'est une lignée, c'est génétique, j'y arriverai jamais. Donc, il faut absolument qu'une fois que la réussite est produite, que l'élève développe la conviction qu'il en est grandement responsable. Très bien. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir de l'effort de la part de l'élève, une dose qui va générer une dose suffisante de réussite pour que derrière ça puisse le motiver et que ça engendre une Tout à fait. Et qu'on le conscientise à ce qui vient de se passer et qu'il est en grande partie responsable pour qu'il ait le goût de se mettre en projet de faire la même chose dans une tâche semblable. C'est parfait. Merci beaucoup pour tout ça, M. Bissonnette. On pourrait continuer encore très longtemps. Est-ce que vous auriez une phrase de conclusion pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Moi, si j'avais un choix à faire en éducation, parce que ça fait déjà 40 ans que j'y suis, moi, je souhaite qu'on mette en place les meilleures méthodes pour faire réussir tous les élèves, mais en particulier ceux pour qui l'école doit faire une différence, c'est-à-dire les élèves moyens, les élèves à risque, les élèves en difficulté. Merci beaucoup. On vous remercie encore de votre présence parmi nous aujourd'hui et cette semaine et on vous dit à très bientôt. Merci.